Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. L'Internet très haut débit, la voie sur les autoroutes de l'information est bien ouverte en RDC grâce à la connexion au câble à fibre optique lancé ce lundi depuis le point d'atterrage à Mwanda au Bas-Congo. Le pays vient d'entrer donc dans l'ère de la connectivité permanente, 24 heures sur 24. Simple geste et le chef de l'État Joseph Kabila fait basculer la RDC au système WAX. À ce sujet, nous sommes en ligne avec Kinké Moulumba, ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'information et de la communication depuis le Bas-Congo. Alors c'est un grand événement, monsieur le ministre. Quel est le vrai sens de la connexion de la RDC à ce système? Écoutez, comme vous le dites vous-même, c'est un très grand événement. C'est un tournant technologique majeur. C'est également un tournant économique qui a un impact planétaire. Et je pense que, vous le savez comme moi, c'est les débuts d'accomplissement de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Alors, quels sont les avantages attendus aussi bien sur le plan des services de la télécommunication que sur le plan des coûts? Écoutez, comme vous le dites si bien, c'est l'accession du pays au haut débit. C'est désormais la plus grande sécurité et comme vous le dites, c'est le prix le plus bas. Jusqu'à présent, la connectivité était possible par les satellites qui posent problème, qui sont très chers, qui font face aux problèmes d'intempéries météorologiques. Alors, avec le câble, tous ces problèmes sont désormais derrière nous. Dernière question, monsieur le ministre. Combien d'argent cette opération a coûté à la RDC? La RDC a payé 25 millions de dollars rubis sur l'ongle au consortium WAX pour faire partie du consortium. La RDC a payé 32 millions de dollars pour construire le câble de Mwanda à Kinshasa et il a fallu débourser environ 5 millions de dollars pour construire le pont d'atterrage. Donc, grosso modo, c'est 60 millions de dollars que l'opération a coûté. Merci, monsieur le ministre. Et un invité est avec nous sur ce plateau, un chercheur, il s'appelle Kojo Ndukuma. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez suivi de près ce grand événement, les enjeux politiques, on en a longuement abordé. Alors, techniquement, c'est quoi la fibre optique et comment cela va se passer? En fait, la fibre optique, c'est un support de transmission. Parce que pour avoir les télécommunications, il faut réunir 4 segments. Ça veut dire qu'il faut avoir un réseau d'accès, une commutation, la transmission et le terminal. Donc, la fibre optique est un support de transmission qui offre l'avantage d'une plus grande vitesse. Ça veut dire l'information qui circule sur la fibre optique circule à la vitesse de la lumière. Parce que la fibre optique, c'est la conduction du signal par l'effet lumineux. Et puis, l'autre avantage, c'est la grande capacité. Ça veut dire le câble sous-marin WAX offre une capacité qui dépasse celle qui peut être offerte par les segments satellitaires. Et en plus de cela, la fibre optique est moins sujette aux intempéries parce que quand le satellite émet le signal, il y a souvent les vents qui sont forts, il y a souvent l'effet solaire ou encore les pluies qui rendent un peu la connexion difficile. Mais alors qu'avec la fibre optique, c'est un câble qui constitue un tuyau par lequel le signal passe avec plus de sécurité. Alors à quoi doivent s'attendre les usagers de l'Internet, par exemple? En fait, maintenant, c'est le règne du haut débit. Ça veut dire le téléchargement des fichiers va se faire beaucoup plus facilement. C'est que les gens aiment bien, c'est les boîtes email, ça va également s'ouvrir beaucoup plus facilement. Parce que quand vous êtes à l'étranger, il suffit de cliquer, vous avez une page. Quand on dit une page web, c'est comme si, en un clin d'œil, vous tourniez une page de votre livre. Or, ici, il y a une barre de téléchargement qui sort. Et puis, à part cela, il y a également les usages applicatifs. Avec la fibre optique, maintenant qu'on a un boulevard ouvert sur le monde, les usages applicatifs ne vont s'arrêter qu'avec la rhétorique de l'imagination humaine. Donc on peut faire la télémédecine, oui. On peut faire du téléachat, on peut faire de la banque à distance, on peut faire de l'université numérique. Ça veut dire vous pouvez être au Congo, étudier à l'étranger et avoir votre diplôme en voyant votre professeur par l'étranger. Mais simplement, il y a un défi, c'est celui de construire un réseau domestique
ça veut dire qu'il faut raisonner comme si c'était une régie de distribution d'eau. Il y a un point de captage, il y a un château d'eau, et ensuite il faut qu'il y ait des tuyaux qui entrent jusque dans les maisons pour que les gens, le matin en ouvrant leur lavabo, ils aient cela. Donc il faut qu'on arrive à construire un réseau domestique d'accès qui permettrait aux utilisateurs, aux citoyens, de pouvoir se brancher par câble à fibre optique à partir de leur maison. Alors on va dire que ça va mettre fin au taux de pénétration de l'Internet qui a souvent été faible en RDC. Bon, il faut déjà dire que l'Internet mobile joue également un rôle. Donc aujourd'hui, le grand principe qu'il faudra pour la régulation, c'est le principe de la neutralité technologique. L'Internet mobile existe par l'effort des opérateurs mobiles qui ont installé, qui utilisent non pas le câble, mais qui utilisent le faisceau hertzien. Et maintenant, on arrive avec la fibre optique. Donc il faut de l'intelligence pour pouvoir assurer l'accès aux services aussi bien par l'Internet mobile ou la téléphonie mobile que par un réseau fixe qui est celui à câble à fibre optique. Merci M. Kodjo pour toutes ces précisions. Il faut dire que ce 8 juillet 2013 marque une nouvelle page d'histoire pour la RDC qui a enfin basculé sur les autoroutes de l'information. De quoi célébrer cet événement, non seulement dans le Bas-Congo, mais également ici à Kinshasa, comme c'était le cas au siège de la Société congolaise des postes et télécommunications. Nos reporters qui étaient sur place ont recueilli des réactions que je vous propose de suivre. Ce n'est qu'une étape qu'on a parcourue. Le chemin est encore long. La fibre optique, comme je l'ai dit, c'est un médium très important, très utile, qui nous met à l'ère d'une génération numérique. Nous allons donner au peuple congolais, aux Kinois, l'opportunité d'avoir l'accès à nos enfants, de pouvoir utiliser la Bible en ligne et la bibliothèque en ligne, de pouvoir faire des recherches, de pouvoir faire la communication facilement. Et aux opérateurs, nous apportons la solution parce que la 3G, troisième génération qui est déjà là, cause problème. Mais nous apportons la solution. Nous avons beaucoup souffert parce qu'on nous disait toujours qu'on ne produisait pas. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement vient de nous doter d'un équipement moderne. C'est ainsi que nous remercions d'abord, en premier lieu, le président de la République. Après, notre comité de gestion qui a conjugué d'efforts pour que ces projets puissent devenir aujourd'hui réalité. Depuis des années, on a été déconsidérés. On croyait que la libération, depuis l'entrée de M. Laurent Désiré Kabila, la libération est passée par le boulevard sans entrer dans notre bâtiment. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aussi, nous voyons, non, on a pensé à nous, par le fait qu'on a vu le président de la République lui-même se déplacer jusqu'à Mwanda. Pour faire ce qu'il a fait, il a coupé le ruban symbolique, il a signé le livre d'or. En tout cas, nous sommes très, très égayés de cette situation parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça puisse nous arriver. Une autre nouvelle, c'est le gouvernorat provincial de Kinshasa qui a réceptionné ce lundi un lot de 60 bus acquis sur fonds propres. La cérémonie s'est déroulée devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Ces bus vont permettre la fluidité du transport et par là mettre fin aux problèmes de transport en commun. Elles sont arrivées dimanche à Kinshasa. Valérie Trivelaire, première dame de France, et Yamina Benguigui, ministre française en charge de la francophonie, se sont rendues ce lundi à Bukavu, capitale du Sud Kivu, pour soutenir les femmes violées et apporter une aide à l'hôpital de Panzi où officie le docteur Denis Mukwege. Après toute cette aventure du sommet de la francophonie, j'ai un peu envie de vous dire personnellement que je reviens un petit peu à la maison. 9 mois après l'organisation du sommet de la francophonie en République démocratique du Congo, les autorités françaises font encore leur retour au pays. Cette fois-ci, la ministre française déléguée à la francophonie est venue annoncer au Premier ministre la visite de la première dame française dans la partie est de la RDC, où elle va rencontrer les femmes et enfants victimes de la guerre. Nous allons nous rendre au Nord Kivu pour apporter un don en médicaments et un don en argent pour l'hôpital Panzi. Elle va aussi visiter plusieurs associations. Elle s'est engagée sur ce combat des femmes butin de guerre. Yamina Benguigui, qui est déjà présente à Kinshasa, s'est entretenue aussi avec le ministre des Affaires étrangères autour des relations bilatérales entre les deux pays. Pour continuer aussi
une relation bilatérale forte et sincère, hein, comme je l'ai toujours dit. Je continue aussi à mobiliser aussi bien la France que l'Europe sur la question des femmes à l'est du pays. Arrivée dimanche en RDC, la ministre déléguée à la francophonie ainsi que la première dame française ne feront que 24 heures sur le sol congolais. Un court séjour mais fructueux pour les relations entre la France et la République démocratique du Congo. Parlant investissement dans la province orientale, le gouverneur Jean Bamanissa est déterminé à bâtir un partenariat dynamique pour le développement durable de sa province. Il a donc échangé ce lundi ici à Kinshasa avec des investisseurs dans le but de la matérialisation de certains projets qui vont permettre le décollage de la province orientale. Alain Mwamba. Nous n'avons pas deux programmes dans notre pays, nous en avons un qui est celui national sous la vision du chef de l'État et sous celui que mène le Premier ministre. Et oui, c'est ça son souci majeur, le développement de la province orientale. Depuis son arrivée à la tête de cette juridiction de 4 districts, dont le chef-lieu Kisangani est considéré comme la 3e ville du pays après Kinshasa et Lubumbashi, au Mbujimaï selon les classements, l'homme s'est investi et déjà les choses bougent. À Kinshasa, loin d'un séjour avide, Jean Bamanissa est à la recherche de moyens d'investissement au profit de sa population. Nous avons voulu aujourd'hui jeter cette base entre la province orientale et les différents partenaires, les bailleurs de fonds, et sous justement un programme qui est unifié. À cette matinée à laquelle a pris part le ministre national du plan, il lui fallait, accompagné de 4 de ses ministres, convaincre les bailleurs de fonds et même le gouvernement pour plus de crédit. Et donc je pourrais porter la préoccupation qui a été exprimée à la connaissance de l'autorité et de mes chefs hiérarchiques, le vice-premier ministre en charge du budget et le premier ministre lui-même, pour qu'ils sachent que c'est une préoccupation de la province orientale et de l'ensemble des provinces d'ailleurs. Donc le PNUD est toujours disposé à accompagner les autorités nationales dans la préparation des projets d'investissement qui seront présentés au mois de novembre par la province orientale. À l'assistance, le gouverneur qui a également annoncé pour le mois de novembre une table ronde à Kisangani a expliqué le programme d'action de développement de son gouvernement qui comporte 4 piliers insistant sur la bonne gouvernance et la transparence. En sport, dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Les léopards locaux de la RDC ont eu raison des Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Score de la partie de 1, une victoire courte que les poulains de Santos Mutubile doivent conserver pour tenter une place qualificative en Afrique du Sud au mois de janvier 2014. Doumbala. Malgré un stade quasiment vide dû à la déception à répétition réalisée par leurs aînés, les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont assuré l'essentiel dans ces préliminaires du championnat d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2014. Dans ces duels de deux Congos, c'est la République démocratique du Congo qui l'emporte. Et tout démarre très vite dès la 6e minute et Bunga Simbi fait une incursion exceptionnelle à gauche. Sa frappe contrée donnera un corner. Belle expérience. D'un tir à ras de sol, Mbidi reprend de belle manière le centre d'Ngudi Kama. Mais la conclusion est signée Kabamba Mukunji. Voilà, c'est le but. Et voilà. Pour sa première sélection, les sociétaires de Sa Majesté Sangabalende justifient sa présence dans cette équipe nationale en marquant son tout premier but avec les léopards. Un but qui du reste libère les esprits des fauves congolais. L'équipe congolaise dominatrice manquera même la balle des 2-0 7 minutes plus tard. Sur ce coup franc rapidement exécuté par Mbidi Mavwanga. Le centre d'Issamba Peko trompe les portiers Mouyadi Gilas, mais le cuir passe à côté. Quelques minutes passées, encore Ebunga perce et sert Moubele Ndombe qui efface 2 défenseurs, mais la finition fait défaut. Les Diables Rouges se réveillent alors, l'heure malheureusement choisie par Bangala Litomba pour s'offrir une obstruction, un coup franc qui amène malheureusement l'égalisation congolaise. Voilà. Un but partout, score à la pause. On avait dit que... Au retour des vestiaires, les poulains de Santos Mutubile passent à la vitesse supérieure. L'entrée d'Eric Bokanga et d'Héritier Louvumbu donne du tonus. La RDC revient à la charge pour un deuxième but signé Eric Bokanga. 2-1, une première victoire de la République démocratique du Congo en 2013, toute compétition confondue. Il va falloir rester très concentré et aller chercher la qualification à Dolisie dans 2 semaines. Très rapide,